Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce 20h à la une de l'actualité. Suite du marathon budgétaire à l'Assemblée nationale, plus de 220 milliards de francs CFA sont arrêtés dans le cadre du projet du budget 2026 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le ministre Maître Bamba Cissé a mis l'accent sur la lutte contre la corruption et le renforcement des services de sécurité et de secours. Les droits de l'hommistes au Sénégal, mi-figue, mi-raisin sur la situation des droits de l'homme. Les organisations relèvent quelques avancées notoires et parlent de beaucoup de défis à relever. Ce 10 décembre 2025 est consacré à la Journée internationale des droits de l'homme. Nous recevrons en fin de journal Maître Abibatou Samb, avocate au barreau de Paris et vice-présidente de l'ONDH. Et puis, à Saint-Louis, l'élève Madiale Ndiaye a finalement succombé à ses blessures. Il a été poignardé hier mardi. Ses parents réclament justice. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Le marathon budgétaire se poursuit à l'Assemblée nationale. Le projet de budget 2026 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique est arrêté à 222 milliards 257 775 532 francs CFA. Face aux députés, le ministre Maître Bamba Cissé a décliné les grandes orientations de son département avec un accent particulier sur la sécurité, la lutte contre la corruption et le renforcement des services de police et de secours. Compte rendu à Bifay. Le ministre a annoncé une série de mesures destinées à renforcer la sécurité et à assainir les procédures administratives. Il a notamment déclaré vouloir mettre fin à la prolifération des faux documents administratifs, désormais considérés comme un délit au Sénégal. Dans ce cadre, il annonce l'exigence systématique du certificat de nationalité dans toutes les démarches administratives. On considère que c'est du faux. On considère que ces documents sont falsifiés. Ceux qui les utilisent doivent savoir qu'ils s'exposent à des poursuites car cela constitue une infraction appelée usage de faux. Si ces documents continuent d'être employés, les autorités peuvent intervenir. C'est pourquoi j'exige désormais dans tous les cas la présentation d'un certificat de nationalité. Sur le registre de la lutte contre la corruption, Maître Bamba Cissé assure que les efforts se poursuivent. Il souligne que la police est mobilisée et travaille d'arrache-pied pour endiguer ce fléau qui mine les services publics. Je suis effectivement d'accord. Je suis parfaitement d'accord. La corruption est un fléau qui touche de nombreux secteurs, notamment la police. Toutefois, nous avons pris des mesures pour y remédier. Nous avons mis en place un inspecteur général à qui nous avons confié des missions précises pour résoudre les problèmes au sein de la police. Le ministre a également évoqué la question des ressources humaines au sein de la police nationale. Il affirme que les effectifs sont insuffisants et que le gouvernement est déjà à l'œuvre pour y remédier. Nous avons besoin de renforcer les effectifs, tant pour le maintien de l'ordre que pour la sécurisation. Dans ce cadre, l'État prévoit la construction de 186 casernes de sapeurs-pompiers. Ce passage de Maître Bamba Cissé devant les députés s'inscrit dans le cadre de l'examen du budget 2026, marqué par un engagement affiché pour renforcer la sécurité intérieure et moderniser les services du ministère. Les organisations des droits de l'homme affichent un bilan mi-figue, mi-raisin de la situation des droits de l'homme au Sénégal à l'occasion de la célébration ce 10 décembre du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les droits de l'hommistes estiment qu'il y a des avancées notoires mais beaucoup de défis à relever, notamment sur les questions des libertés. Plus de précisions avec Dissa Prera. Beaucoup d'avancées dans la protection des droits de l'homme au Sénégal ont été notées. Les gouvernements successifs ont chacun posé un jalon et le nouveau régime aussi n'a pas dérogé à la règle. Selon nous, Action pour les droits humains et l'amitié, l'avènement du nouveau régime s'est accompagné de certains signes positifs, notamment une volonté affichée de renforcer l'état de droit et de restaurer les libertés publiques. Cependant, des préoccupations importantes demeurent, en particulier concernant les cas signalés de détention arbitraire, les restrictions persistantes à certaines libertés
et les violences graves touchant des femmes et des filles. En résumé, des pas ont été faits, mais les améliorations restent limitées et insuffisantes pour parler d'un progrès réel et durable des droits humains ici au Sénégal. Mieux, la question récurrente de la justice est aussi prise en charge par les nouvelles autorités. Mais ici encore, les organisations des droits de l'homme déplorent la non-application des conclusions issues des assises de la justice. Le fait que le président de la République ait convoqué justement ce sommet sur les assises de la justice qui n'a épargné personne du point de vue de l'inclusivité pour dire comment nous devons penser encore notre justice pour éviter que l'on dise que c'est une justice à double vitesse. Bon, c'est l'aspect positif, mais ce que nous déplorons, c'est que depuis lors, les conclusions n'ont pas encore été mises en œuvre, donc à travers des lois pour que les gens puissent voir un peu les ruptures, pour montrer qu'il y a une justice indépendante qui est impartiale, pour que les citoyens puissent se reconnaître dans cette justice-là. Pour le Comité sénégalais des droits de l'homme, cette année, l'accent sera particulièrement mis sur la question des droits de l'enfant. De la Journée internationale des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal lance la première édition du Prix national des droits de l'homme. Le thème retenu pour la première édition porte sur une question essentielle, la promotion et la protection des droits de l'enfant, enjeux, défis, perspectives. Liberté, justice et dignité sont les fondamentaux pour le respect des droits humains. Au Sénégal, malgré beaucoup de manquements et d'insuffisances, des progrès notoires ont été constatés. Dès après dans cette journée de célébration des droits de l'homme à Sédhiou, la RADDHO a organisé une rencontre avec les communautés pour discuter et échanger sur des solutions sur les violences faites sur le genre. Hassan Diédhiou, qui est le coordonnateur départemental de la RADDHO, est au micro de Bakary Kanté, Hali Jemé. Célèbre la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous célébrons, nous, à la RADDHO, chaque année, le 10 décembre. Et ceci s'inscrit dans une parfaite synergie de nos actions. Mais cette activité s'inscrit dans un cadre général d'un projet intitulé « Promouvoir une justice indépendante et la reddition des comptes pour les violations des droits humains et la corruption ». Donc c'est dans ce cadre général-là que s'inscrit cette activité-là. L'activité porte sur un thème, une thématique qui s'intitule les violences basées sur le genre et des obstacles pour la jouissance des jeunes filles et des femmes de leurs droits. Et l'éducation aux droits humains est-elle une réponse à cette problématique? Donc c'est pourquoi la plupart des invités étaient des cibles féminines. Mais quand même, il y a eu des hommes, parce que c'est normal que les hommes et les femmes, n'est-ce pas, réfléchissent ensemble sur les problématiques du moment. Elles sont monnaie courante, mais depuis quelque temps, on peut se satisfaire d'un certain résultat, compte tenu, disons, de la mobilisation générale de la communauté face à ces fléaux-là. Depuis quelque temps maintenant, on peut espérer que cette dynamique-là va continuer. L'actualité, c'est aussi l'élève en 5e au lycée de Raou, Madiale Ndiaye, poignardé hier mardi, qui a finalement succombé à l'hôpital régional de Saint-Louis. Il a été poignardé après les cours hors de l'enceinte du lycée. Le corps de Madiale Ndiaye est toujours à la morgue de l'hôpital régional. Une enquête est ouverte. Le père réclame justice, nous dit Ousseynou Diop. Élève en classe de 5e au lycée de Raou, n'a pas survécu suite à une blessure par arme blanche. Un livreur de pain l'a poignardé suite à une altercation qui a eu lieu dans son quartier. Le jeune collégien a été transporté à l'hôpital régional de Saint-Louis hier dans l'après-midi. Il a finalement succombé à l'hôpital régional ce mercredi, après plus de 12 heures d'hospitalisation. Sa famille, après avoir déposé une plainte, a été entendue par la gendarmerie de Saint-Louis pour plus de détails sur cette affaire. Un événement qui a bouleversé la vie de son père, Madi Moustapha Ndiaye. Ce qu'a fait ce gosse, parce que le fait d'avoir c'est pas avec quelqu'un, d'acheter un couteau pour le poignarder, vraiment, c'est autre chose, quoi. C'est des actes barbares que font certains gosses. On réclame la justice, et la justice sera faite aussi.
justice sera faite. Les limiers se sont rendus à Rao pour identifier le prévenu, mais ils sont toujours à la recherche du mis en cause. La gendarmerie a ouvert une enquête. Présentement, le corps de Madiale Ndiaye est à la morgue de l'hôpital régional de Saint-Louis. Le jeune collégien sera inhumé dans les heures à venir. Cap à présent sur Manoumbe, Cœur Manoumbe, c'est à Kaffrine. Le destin de l'étudiant sénégalais Malik Diop, capturé en Ukraine depuis 8 mois, plonge sa famille dans l'angoisse malgré des démarches engagées par l'État du Sénégal. L'espoir de le revoir revient et se heurte à la lenteur des procédures, laissant ses proches dans une attente douloureuse. Reportage Omar Ndiaye et Maralei. Nous sommes à Cœur Manoumbe, village situé dans la commune de Salé-Escale, département de Koungheul. C'est ici que vivait l'étudiant Malik Diop, parti en Russie pour poursuivre ses études, avant d'être malheureusement capturé par des soldats ukrainiens. Il a été orienté à la faculté de droit de l'université de Bambey après son baccalauréat. 2 ans plus tard, il a bénéficié d'une bourse pour étudier en Russie. Peu de temps après, il m'a téléphoné pour m'informer qu'il avait été recruté par l'armée russe dans le cadre du conflit en Ukraine. 2 semaines plus tard, les enfants m'ont annoncé qu'il avait été capturé par l'armée ukrainienne. Depuis l'annonce de cette terrible nouvelle, la tristesse et l'inquiétude dominent au sein de la famille. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris cette nouvelle. C'est vraiment difficile pour nous, car Malik représentait tout pour notre famille. Selon les témoignages recueillis auprès de ses proches, l'État du Sénégal est en train de mener des démarches, mais celles-ci avancent lentement, ce qui accentue l'angoisse de la famille. Cette situation m'a profondément marqué. J'ai partagé tant de choses avec Malik et en une fraction de seconde, nous apprenons qu'il est en prison. Son absence nous affecte énormément. Malik était le pilier de notre famille, celui qui prenait les décisions, réglait les problèmes. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Nous lançons un appel aux autorités pour nous aider à faire revenir notre frère. 8 mois après sa détention par les soldats du 19e bataillon ukrainien, la famille Diop, installée ici à Cœur Manoumbe, vit dans le désarroi. Nous appelons également l'État du Sénégal à nous soutenir, car lui seul a les moyens de ramener Malik parmi nous. Elle continue d'espérer que les autorités sénégalaises redoubleront d'efforts pour permettre à leur fils, Malik Diop, de retrouver sa liberté et de revenir enfin à Cœur Manoumbe. Au lycée Maraï, dans la commune de Diama, les abris provisoires inquiètent parents, élèves et enseignants qui ne veulent plus parler de ces constructions établies depuis 2021. La population réclame des salles de classe décentes et souhaite l'intervention des autorités. Voici Ahmad Tendao, il est professeur au lycée Maraï. Le problème, c'est d'abord la promiscuité. D'abord, c'est des cases. Déjà, tout peut y arriver parce que parfois même les élèves parfois même tuent des serpents dans ces cases-là. Et c'est un risque permanent que nous vivons. Et je pense que ce sont des élèves aussi qui font partie du Sénégal. Et l'État aussi, parce que comme on l'a dit, tout enfant a le droit à l'éducation, mais étudier aussi dans des conditions bien, dans de très bonnes conditions. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous ne faisons que lancer un appel. Qui dit établissement, qui dit manque de construction, dira quand même qu'il n'y a pas de toilette. Pas de toilette, il n'y a pas de bâtiment, en tout cas de construction. Et l'administration qui est là, c'est la case de santé du village. On nous a prêté, c'est la case qui nous a prêté le local pour qu'on utilise ça comme administration. Vous voyez donc les conditions difficiles dont nous traversons. Et puis sachez que le chroniqueur de Wolf TV, Yaya Sané, dit Pape Sané, a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et à une amende de 250 000 francs CFA par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il était poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Les propos à l'origine de sa garde à vue qui aura duré 3 jours
ont été tenues lors de l'émission Balance du mardi 2 décembre 2025. Pape Sané avait affirmé que Sana Mandiang, ancien membre des Junglers de Yaya Jammeh, recherché dans le cadre d'un mandat d'arrêt international pour présumé meurtre et acte de torture, arrêté par l'armée sénégalaise, avait été interrogé par la gendarmerie au sujet de ses supposés liens avec Ousmane Sonko et le PASTEF. Le représentant du procureur a requis 6 mois de prison, dont 3 fermes. Dans ce registre judiciaire, sachez que Ibrahim Abba, le fils de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, et le chauffeur Cheikh Tidiane Seck ont été libérés ce mercredi après avoir versé une caution solidaire de 550 millions de francs CFA. Leur interpellation faisait suite au rapport de la CENTIF dans le cadre de l'affaire impliquant Amadou Sall, le fils du président. L'économie informelle au Sénégal est au cœur des échanges entre la CNTS et son partenaire StreetNet pour suivre la négociation vers une mise en œuvre de la politique de formalisation de l'économie informelle au Sénégal. C'est le thème abordé pour influencer les changements politiques. Voici Annie Diouf, secrétaire confédérale chargée de l'économie informelle de la CNTS, et le micro de Al-Hassan Bayaya Diallo. L'objectif de cette formation, c'est une formation de techniciens à la négociation, initiée en 2022 par notre partenaire qui s'appelle StreetNet International, représenté ici par la personne de notre camarade Patricia Horn, qui nous a accompagnés depuis presque plus de 2 décennies dans le cadre de l'organisation du secteur informel. Et cette année-ci, on a voulu faire l'évaluation d'une feuille de route qu'elle nous avait laissée en 2022 et évaluer ce qu'on a réalisé de 2022 à 2025 et en même temps mettre en place aujourd'hui un comité de plaidoyer avec le Haut Conseil du dialogue social. Aujourd'hui, je crois que c'est les travailleurs sénégalais en miniature. Dans cette formation, nous avons des vendeurs de rue, nous avons des menuisiers, des artisans menuisiers. Nous avons des restauratrices, nous avons des femmes paysannes cultivatrices, nous avons aussi des domestiques, nous avons presque toute la couche de l'économie sociale sénégalaise dans cet atelier. La CNTS est affiliée à StreetNet. Nous avons voulu élargir l'assiette. Ne pas se limiter seulement aux problèmes des vendeurs de rue, mais aussi s'ouvrir à d'autres secteurs de l'économie informelle. Et je crois que c'est ça la raison de notre présence aujourd'hui. Le bureau de mise à niveau en partenariat avec le CGA Digital lance une nouvelle phase de renforcement des capacités au profit de 23 PME sénégalaises. La signature de conventions tripartite s'est tenue ce mercredi à Dakar, une initiative qui vise à améliorer durablement la compétitivité des entreprises bénéficiaires. Voici Madame Fatou Dianaba, directrice de BMN, que je vous propose de suivre. La cérémonie d'aujourd'hui, donc, en fait, elle a pour objet la signature de conventions de partenariat entre le bureau de mise à niveau et 22 entreprises qui sont accompagnées par le bureau, mais également avec le partenaire, donc le CGA Digital. Je vais peut-être parler un peu du début. Donc, ce sont des entreprises qui sont dans le secteur de la confection textile, qui sont dans le secteur de la construction métallique, également dans des secteurs comme l'agro-industrie. Et donc ces 22 entreprises, donc, nous les accompagnons dans le cadre de la réalisation de leurs projets d'investissement, donc des investissements qui vont leur permettre donc, de gagner en compétitivité. Donc c'est dans le cadre de la mise à niveau sectorielle. Alors nous nous sommes rendus compte donc parallèlement que ce sont des entreprises donc, qui devaient être également renforcées sur le volet donc, de l'organisation et principalement de l'organisation financière et comptable. Et c'est pour cela que nous avons donc également pris l'engagement donc de signer une convention avec le CGA Digital. Donc le CGA Digital qui a donc pour mission d'encadrer les entreprises, particulièrement les très petites entreprises, pour les accompagner dans leur formalisation. Donc le CGA Digital va donc avec nos 22 entreprises que nous accompagnons. Donc le CGA va les accompagner pour avoir donc une information financière et comptable fiable. Donc ça veut dire qu'il va les accompagner, donc récupérer tout ce qui est pièces comptables.
Parlons à présent des grossesses précoces chez les jeunes filles, des grossesses parfois également non reconnues par leurs titulaires et les cas d'abandon scolaire des garçons pour conduire finalement des motos Jakarta taxi. Et cela préoccupe grandement les sociologues de la région de Ziguinchor pour aider les parents à y faire face efficacement. Ils ont organisé un atelier régional dans ce sens. Boubacar Diassi, Lamine Mandian nous en disent un peu plus. Même s'il n'existe pas encore de statistiques stabilisées dans la région de Ziguinchor, les grossesses précoces constituent une préoccupation non négligeable chez les spécialistes. Ce sociologue et enseignant à l'université Assane Seck l'explique. On connaît une certaine fécondité assez importante au niveau des adolescentes et parfois il arrive que des adolescentes soient en état de grossesse après l'accouchement. Les auteurs des grossesses ne reconnaissent pas ces grossesses-là, donc ça pose un problème pour même faire les démarches, après pour les extraits de naissance et autres, mais aussi c'est des filles sensiblement ou réellement vulnérables. Compte tenu de toutes ces questions-là, on sent, puisque le nombre est important, il y a nécessité d'accompagner toutes ces personnes-là, compte tenu de la réalité aussi du Sénégal où le niveau de protection sociale est assez faible. Le décrochage des jeunes garçons, notamment de leurs études scolaires, au profit des mototaxis Jakarta, sans formation ni encadrement, préoccupe aussi ces spécialistes de la prise en charge des jeunes. C'est les Jakartamen que vous connaissez dans la région, qui font ça dans des conditions compliquées pour eux, mais aussi pour leurs passagers. Ils n'ont parfois pas de permis, pas de formation, pas d'encadrement, donc c'est une pratique à risque. Et il y a aussi des problèmes de consommation, parfois de drogue. C'est ce que les acteurs locaux nous ont raconté. De l'organisation de cet atelier à Ziguinchor, il porte sur la parentalité responsable. Autrement dit, comment encadrer les parents pour une éducation plus responsable de leurs enfants. Une note d'agriculture dans ce journal avant de recevoir notre invité maître Abibatou Samb dans le cadre de la journée internationale des droits de l'homme. Nous parlons des producteurs d'arachide de Koumpentoum qui sont satisfaits de leur bonne récolte cette année, mais attention, leur joie est de courte durée. Ils craignent de ne pas pouvoir profiter de cette production en raison de leur campagne de commercialisation qui fait défaut, l'État n'ayant pas encore débloqué les financements nécessaires pour l'achat. Face à ce blocage, ils interpellent les autorités pour demander l'ouverture des ventes aux acheteurs étrangers, estimant que cela leur permettrait de vendre leur production à un bon prix. Reportage Mamadou Diouf. À Koumpentoum, les producteurs d'arachide affichent déjà un large sourire. Cette année, les récoltes sont jugées excellentes, leur offrant l'espoir d'une campagne fructueuse. Cette année, Dieu merci, c'est vraiment une très bonne saison. Regardez la qualité et la quantité, ce n'est même pas comparable à l'année dernière. L'année passée, nous n'avions presque rien eu. Cette fois, les efforts ont payé, la terre a bien donné. Nous avons de quoi vendre et nous en sommes très heureux. Si la production est au rendez-vous, la commercialisation, elle, fait défaut. Selon ces producteurs, l'État n'a toujours pas dégagé les financements pour l'achat de l'arachide, ce qui menace de gâcher tout le travail accompli. C'est frustrant. Nous avons une bonne récolte, mais l'État n'a toujours pas débloqué les financements promis pour l'achat. Sans argent, nous ne pouvons pas vendre. Nos familles et la prochaine saison sont en danger. Alors nous ne pouvons plus attendre. Le prix du marché actuellement n'est pas du tout bon. Les banabana nous proposent 200 francs le kilo. Et c'est une perte pour nous. Nous demandons qu'une seule chose, qu'on nous donne le droit de vendre aux gesteurs étrangers, qui peuvent parfois payer jusqu'à 400 francs le kilogramme. Autre chose que déplorent ces paysans, c'est la manière dont les semences et les engrais ont été distribués cette année. Ils estiment en effet que cette distribution a été partielle, favorisant certaines personnes. La manière dont les semences et l'engrais sont distribués n'est pas du tout juste. On dirait que c'est fait pour favoriser certains. Il y a des zones qui reçoivent beaucoup, d'autres rien du tout, ou pas assez. Quand la distribution n'est pas équitable, comment voulez-vous qu'on ait tous le même rendement? Il faut que l'État revoie ça. Faute d'ouverture officielle, beaucoup de producteurs sont déjà forcés de brader leur arachide au banabana pour environ 200 francs le kilogramme. Une perte énorme qu'ils espéraient stopper grâce à l'intervention urgente de l'État. Voilà qui met un terme à ce journal. Restez avec nous dans un instant, l'invité de la rédaction.